Richard Hadet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Western Europe et Afrique du Sud, Oui. chez Sabre. Oui. Et Richard, je vous fais venir pour un exercice très très particulier. Vous me le confirmerez, je vous ai bien interviewé il y a un an de cela. C'était au mois de mai, au mois de juin. En virtuel. En virtuel, et oui, bien Oui. sûr, en distanciel, forcément, au mois de juin 2020. Au mois de juin à 2020. propos de cette pandémie que nous traversions depuis alors quelques mois, et en vous demandant vos projections sur ce que serait l'après-crise. Exactement. Et là, vous avez accepté de faire le point, de revenir sur ce que vous aviez dit il y a un an, et d'assumer ou non vos propos. Mais comme je suis un garçon gentil, je ne vais pas vous laisser assumer seul Merci. les choses que vous avez dites. Et donc j'ai également invité Anthony Poirier, qui est membre du cabinet Axis Odyssey. Bonjour, et David. voilà, qui va réagir aussi à tout ce qu'a pu dire Richard il y a un an. Je vais essayer. Il y a un an et demi même, hein, il y a un an et demi. Je vais essayer de l'aider dans cette mission. Voilà, c'est gentil. Ou pas de votre d'ailleurs, part, ou pas d'ailleurs. Vous faites comme vous voulez. Par exemple, Richard, il y a un an, vous me parliez de PVE et vous disiez la dimension budgétaire va être une donnée essentielle dans ces fameuses PVE, dans ces politiques voyage des entreprises, mais je pense que la santé des collaborateurs primera. Quel commentaire vous avez à faire sur cette déclaration ? Mais aujourd'hui, il y a des... Alors, bon, premièrement, très très content d'être ici et de vous voir en vrai et non pas à travers un écran. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on soit tous de nouveau réunis sur ce salon. Je pense qu'il y a une très belle énergie. Et ça a duré malheureusement bien plus longtemps que prévu. C'est bien une chose qu'on n'a pas prévue à l'époque lorsqu'on s'est parlé, c'était la durée de cette crise, la durée de cet immobilisme. Et aujourd'hui, après tant de temps, on se rend compte que le restart finalement va aussi durer un bout de temps pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est les budgets. Et ça, je pense que j'en avais parlé déjà il y a un an et demi. C'est un peu ce que vous disiez, l'aspect budgétaire dans les PVE. La plupart des entreprises aujourd'hui ont perdu massivement, ou eu un trou de 2 ans. Et ce trou, il va falloir le combler donc, sur les 2-3 prochaines années. C'est pour ça que les prévisions pour revenir à des niveaux de 2019, c'est plus du 2023, voire du 2024. Notamment parce que les budgets sont fortement impactés et que les budgets voyage vont être naturellement impactés. Alors sur ce qu'a dit Richard, et donc je répète aussi, sur ce curseur à placer entre budget, quand on parle de PVE, entre budget et entre duty of care, qui est devenu certainement plus impérieux aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Je vais revenir d'abord sur une question dans la question qui est sur la durée de la crise. Parce que autant il y a un an, on se permettait de se projeter, notamment sur le type de reprise, si ça allait être une reprise en Y, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent. On ne sait pas vraiment quelle sera l'échéance de cette crise, si on en sortira vraiment finalement du Covid. D'ailleurs, on est en train de dire que le Covid, c'est quelque chose qui va rester, il va falloir, ou la Covid plutôt, il va falloir vivre avec. Et après, pour revenir sur la question de la politique voyage, de l'équilibrage entre budget et sûreté, et je mettrais plutôt même confort voyageur dans le sens très très large. En fait, comme à peu près tout, la Covid a été un catalyseur de plein de tendances qui émergeaient. Et nous, on le voit dans l'accompagnement de nos clients, il y a beaucoup plus de sociétés aujourd'hui qui veulent intégrer dans la PVE des facteurs d'attractivité, des facteurs de prise du confort du voyageur et intégrer ça directement dans la politique voyage de leur entreprise. La notion budgétaire, oui, mais on sera plus sur la quantité que sur la qualité. Plutôt, c'est-à-dire ce serait un voyager moins qui se marierait avec un voyager mieux, d'une certaine façon. Alors on parle beaucoup aujourd'hui du voyager mieux. Et effectivement, c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus. Il va y avoir 2 grosses tendances qui vont venir maintenant sur une phase post-pandémique. La première, c'est cette fameuse PVE et le confort des voyageurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le deuxième, c'est la notion du RSE, de l'environnement,
et de ce respect enfin, cette conscience de l'environnement à travers nos voyages, à travers nos utilisations, qui va beaucoup venir impacter les PVE. Vous disiez d'ailleurs, parce que vous disiez à l'époque, hein, je continue à dérouler le fil de votre interview, vous disiez que vous participiez, vous, Sabre, à des think tanks qui réunissaient des entreprises, des fournisseurs, des TMC. Vous me disiez que les échanges y étaient riches et que l'inventivité était présente. Vous pouvez nous donner des exemples concrets qui ont rendu concret des choses, enfin, dont la richesse de ces échanges ont été concrétisées? Alors, pas forcément, j'ai pas forcément d'exemple en France, mais dans certains pays, il y a eu beaucoup de travail avec les différents gouvernements, alors notamment aux US, mais plus proche de nous en Angleterre, où on a pu travailler vraiment pour accompagner le gouvernement dans ce qu'on appelait le restart, l'ouverture. Alors après, on a été plus ou moins écouté par le gouvernement, mais on a réussi, et je dirais pour la première fois, à parler d'une voix, que ce soit les entreprises, que ce soit les TMC, les acteurs... les acteurs du business travel. Les acteurs du business travel, à parler d'une voix. Et ça, je pense que le gros succès, ça a été la voix unique, en disant voilà ce qu'il nous faut, voilà ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous avez l'exemple. On en est loin en France, me semble-t-il, Anthony, de cette voie unique de l'écosystème business travel. Qu'en pensez-vous? On y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'uniformité des mesures dans les pays dans le monde qui sont pour moi une vraie problématique dans le voyage d'affaires. Voilà. Pour revenir à la première question sur la créativité et l'inventivité, on a quand même eu un certain nombre de choses du point de vue des offres. Déjà, la plupart des compagnies aériennes ont rendu de manière complètement flexible tous leurs tarifs. C'est quelque chose qui est, à mon sens, unique au monde. On n'a jamais vu ça. Vous avez la SNCF qui a sorti un forfait télétravail, donc plus sur la manière dont on travaille maintenant à cause du Covid, donc sur l'adaptation de la réalité du terrain que sur le Covid en tant que tel. Mais c'est quand même des éléments qui prouvent que assez rapidement, à l'échelle du business travel, on a eu des réactions, de l'inventivité, de la créativité pour s'adapter à toute l'évolution qu'il y a eu avec le Covid, grâce au Covid aussi parfois, et sur le Covid. Alors, Richard, vous évoquiez ce travail qui avait été fait aux États-Unis pour que les acteurs du business travel s'adressent d'une seule voix à l'État. Et évidemment, les États dans cette crise ont un rôle prépondérant, peut-être le plus grand, puisque ce sont eux qui sont les décisionnaires quand on parle de voyage, de l'ouverture, de la fermeture des frontières, voire de l'obligation à rester chez nous ou à pouvoir sortir de notre domicile. Et vous disiez à l'époque que l'une des responsabilités fondamentales, je vous cite, qui incombe aux États, c'est d'établir des normes les plus harmonieuses possibles au niveau global. On ne pourra travailler que sur un dénominateur commun. Et là, quel constat vous faites de cette année et demie? Malheureusement, et je le déplore, je pense que j'aurais aimé, enfin qu'on aurait tous aimé, donc, tous les acteurs du business travel, on aurait tous préféré plus de collaboration entre États, voire entre continents. Ça fait un bout de temps qu'on attend les fameux couloirs US-Europe, US-UK. Et donc déjà à l'époque, c'était une demande un peu de ce think tank, c'est que les États arrivent à se parler. Ça n'a pas forcément été le cas. Je pense qu'on le déplore tous. Je pense que les États sont d'accord aussi, qu'il aurait fallu plus de collaboration entre États pour pouvoir avancer ensemble. C'était pas une situation facile, c'était surtout une situation qui était nouvelle pour tout le monde. Donc on peut donner plusieurs raisons, mais malheureusement, je pense pas que ça a été, ça n'a pas été fait dans la mesure du possible. Je pense que c'est vraiment le gros point noir, ce sujet-là. Et dès le début, on a vu même en Europe, dans l'Union européenne, on n'a pas été capable de se mettre d'accord sur la politique à mener, sur l'ouverture des frontières, la fermeture des frontières. On a eu des décisions unilatérales entre la France, l'Espagne, le UK. Ça a été vraiment d'une complexité folle. Même l'Allemagne, d'ailleurs. Même l'Allemagne, du jour au lendemain. Et là, on a redécouvert, je pense, un des rôles importants
de l'agence de voyage. C'est-à-dire de donner des informations sur ces sujets-là, d'être force de proposition, d'être capable de centraliser l'information qui est diffuse, qui est complexe et qui ne facilite pas le déplacement au sens large et encore plus le déplacement professionnel. Et juste pour ajouter, il y avait deux demandes envers les États. La première, c'était la concertation entre États. Et la deuxième, c'était la communication sur le plan d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup freiné le business travel, même lorsqu'il était possible de voyager, c'est de se dire, bah oui, mais est-ce que je vais resté bloqué si les mesures changent? Quand est-ce que ça va changer? Comment la visibilité par rapport à ça? Quel taux d'incidence il faudrait pour que ça passe sur une autre, que ça passe de rouge à orange ou autre? Donc, il y avait vraiment cette demande de savoir concertation et visibilité. Et ça, malheureusement, oui, je suis assez d'accord, ça a été le point noir. Et on le voit d'ailleurs sur les différentes mesures ou sur les vaccins. Vous avez aujourd'hui des vaccins qui sont validés par l'OMS, des vaccins qui sont validés par l'UE. Ce ne sont pas les mêmes. Vous avez des personnes qui sont françaises, qui sont vaccinées et qui sont dans d'autres pays, qui ont été vaccinées par des vaccins qui ne sont pas reconnus par l'OMS, notamment le vaccin russe, et qui ne peuvent pas rentrer en France, ou en tout cas, quand ils rentrent en France, ils n'ont pas forcément accès au passeport vaccinal. Alors, vous disiez, j'ai relevé une chose que vous venez de dire également, Anthony, lorsque vous me parliez du rôle des États et du manque de concertation, du manque de visibilité, etc. Vous avez parlé d'un renforcement ou alors d'une plus grande visibilité, là pour le coup, du rôle des TMC. Comment elles en sortent, les TMC en particulier, de cette crise, ces TMC? Justement, leur rôle, d'après vous, a été mis en exergue? Je vais peut-être commencer. Alors moi, c'est très marrant, cette question, elle est extrêmement importante et elle m'a résolu bien des sujets et bien des cas. Avant le Covid, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « Finalement, je ne sais pas trop à quoi me sert l'agence. Je paye, mais je ne sais pas trop ce qu'elle m'apporte. » Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle ne se pose plus la question. Très clairement, on sait maintenant, moi je le savais déjà, je pense que tout le monde dans le business travel le savait déjà, mais certains clients se posaient la question. Et je pense que même, il faudrait peut-être réfléchir sur le modèle économique des agences et de se dire, est-ce que finalement, 50 centimes la transaction, ça vaut le service rendu par rapport à ça? C'est une vraie question que je pose. Moi, j'ai l'impression que le service qu'elles rendent aujourd'hui, qu'elles rendent en fait toute l'année, mais qui est invisible, aujourd'hui, on le rend visible et c'est malheureux d'en arriver là pour avoir cette visibilité-là. Je suis assez d'accord sur le fait que le business travel aujourd'hui est absolument plus juste prendre un billet. C'est tout un panel de services qu'il y a autour de ce qu'on va appeler business travel. Et je pense même que certains sujets tels que le RSE ou le duty of care vont être bien plus importants que quel billet, voire le coût du billet ou quelle compagnie aérienne. Donc ce sont des vrais sujets, c'est des vrais services que les TMC vont pouvoir apporter à l'avenir et fournir aux entreprises. Un vrai sujet, mais également un sujet abyssal, parce qu'il faudrait éventuellement repenser le mode de rémunération de ces agences. Et là, c'est tout un écosystème qu'il faudrait transformer. Nous, on mène je vous laisserai compléter, mais on mène un cercle de réflexion avec une grande partie des agences de voyage en France sur justement le modèle économique de l'agence de voyage. Comment le modèle de l'agence de voyage, le modèle économique de l'agence de voyage de demain doit-il être mis en place? Sur quels insights, sur quel mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui est faire et qu'est-ce qui mesure véritablement l'apport qu'elle a pour les entreprises? C'est un vrai enjeu. Là où on en est aujourd'hui, c'est plus qu'une abysse parce qu'en fait, on se retrouve à avoir l'impression de ne pas payer une agence de voyage et pourtant, elle a besoin de se rémunérer et il faut qu'on sorte de ça. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ça, il faut trouver le bon modèle, il faut qu'on arrive à s'accorder là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain. J'espère qu'on pourra faire cet exercice avec vous deux encore d'ici 2-3 ans, ou voire même 5 ans. Les TMC ont déjà changé de business model plusieurs fois. On se souvient du format papier qui est passé au e-ticket. Aujourd'hui, elles s'en sortent, je dirais même mieux qu'avant. Je n'ai aucun doute sur le fait que les TMC vont réussir à faire cette transformation et à passer sur des niveaux de service qui vont être
complémentaire pour ce business travel et fournir ces services aux entreprises, notamment grâce à un support technologique. Je suis obligé d'ajouter. Évidemment. Alors, en revanche, excusez-moi Richard, je vais être un petit peu désagréable avec vous, mais j'espère que cette augure, celle que vous venez de faire, se vérifiera davantage que ce que vous me disiez il y a 1 an et demi. Vous me disiez alors que la technologie était tout à fait capable de tracer les gens, que la technologie était totalement en capacité de donner à chacun un passeport sanitaire pour voyager à l'étranger, mais également pour faire un certain nombre de choses à l'intérieur de son propre pays. Et vous me disiez, ça, technologiquement, c'est possible. On peut l'accepter en Chine. Peut-on l'accepter en France? Je ne crois pas. C'est grosso modo ce que vous... Et aujourd'hui, je l'avoue. Si vous voulez aller boire un café en terrasse à Paris, ou même dans la salle d'ailleurs, vous savez ce que vous devez faire. Oui, tout à fait, je l'avoue. Il y a 1 an, on parlait déjà je parlais déjà dans l'article du pass sanitaire, comme quoi là-dessus vous aviez raison. On était déjà en train de le préparer. Il est très fort, ce Richard. Au niveau technologique. L'implémentation en France et honnêtement, enfin, moi je trouve que c'est une très bonne chose, que ça a beaucoup aidé le restart du pays et le restart de notre industrie aussi, cette implémentation du pass sanitaire. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne l'avais pas vu venir en France aussi rapidement et aussi fermement. Je dirais tant mieux. En fait, je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais disons que c'est la moins mauvaise solution qu'on ait trouvée, de l'aveu même de nos ministres. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, je pense qu'il n'y a personne qui aurait pensé qu'en France, on allait mettre en place... On pensait que c'était culturellement impossible. C'est-à-dire que cette pandémie aura éventuellement un impact sur le modèle économique des TMC, mais il est beaucoup plus profond, en l'occurrence, et va bien au-delà du voyage. C'est au niveau culturel que nous avons changé. C'est ça que ça veut dire, non ? Oui, mais en même temps, est-ce que si on veut passer outre et pouvoir réouvrir toutes les frontières et toutes les destinations, ce n'est pas la seule solution qui s'impose à nous? Je ne sais pas, mais après, on voit que d'autres pays, notamment en Angleterre, ils s'en sont sortis sans mettre en place le pass sanitaire. Il y a des questions très culturelles de respect d'un certain nombre d'obligations, de règles, qu'en France on n'a pas toujours. Et après, il y a de l'acceptabilité par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, mon avis personnel et mon avis professionnel n'est pas le même. Voilà. Un autre point aussi par rapport à ce pass sanitaire, je pense que, notamment dans notre industrie, on risque d'en avoir un besoin pendant un bout de temps. Il est possible que, parce qu'au niveau Europe, on a un taux de vaccination qui commence à être élevé, mais au niveau monde, on en est encore loin malheureusement. Je pense que 3% des Africains sont vaccinés. Non, mais c'est la problématique de la pandémie. Voilà. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à la circonscrire de manière mondiale, voilà, on reviendra. Alors justement... et donc par rapport à ça, ce pass sanitaire, pour justement, maintenant qu'on va pouvoir voyager et de plus en plus, on risque d'en avoir besoin de plus en plus et surtout pour redynamiser notre industrie. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive au niveau mondial à s'accorder et à avoir des règles qui sont, sinon les mêmes, au moins en partie communes, sur les vaccins acceptés, sur les mesures avant-après départ. Là, chaque destination, c'est un parcours du combattant pour avoir l'information. Alors, ce que vous dites là, Richard, ça me ramène. Vous disiez, il va falloir qu'on se remette à voyager vraiment, alors que le virus sera toujours là, la Covid-21 sera toujours là. Et ce que vous disiez il y a 1 an et demi, quand je vous ai interrogé, et que je trouve très intéressant, c'est vous disiez ce qui intéresse les entreprises, ce n'est pas seulement de comment faire voyager leurs collaborateurs pendant la Covid, c'est également de comment les faire voyager une fois que la Covid n'est plus là, mais tout en sachant qu'une nouvelle pandémie d'un autre virus puisse arriver. Et en gros, il y a une autre façon de dire ce que vous disiez de cette façon, c'est de dire que cette pandémie a créé de nouveaux standards. Voilà, c'était pour la sûreté après les attentats de 2001, et ben c'est certainement pour la sécurité sanitaire à la suite de cette pandémie.
Et je pense que ça va être demandé aujourd'hui par tous les employés qui travaillent dans notre industrie, qui vont demander une certaine garantie de leur entreprise à travers leur TMC, de se dire s'il se passe quelque chose, que ce soit, alors au départ c'était les attentats de 2001, ensuite ça a été le nuage de cendres islandais, maintenant c'est une pandémie à l'échelle globale. Tous ces paramètres qui vont devoir être pris en compte lorsqu'on voyage par les TMC et une réponse des employés qui vont voyager en disant comment je fais pour rentrer chez moi si un tel événement apparaît de nouveau. Et ça, c'est clairement un service que vont fournir les TMC à partir d'aujourd'hui. Il y a de la technologie, mais il y a aussi de l'humain. Et on a vu, si on prend la dernière, depuis le début du siècle, on a vu un certain nombre d'évolutions, de révolutions en fonction d'événements. Nous, on le découpe de cette manière-là. On dit qu'entre 2000 et 2010, il y a eu une crise économique et donc on a structuré le voyage d'affaires, on a commencé à formaliser les politiques voyage, à les généraliser, on a mis en place le travel manager, on a commencé à mettre en place les premières briques technologiques avec les premières SBT. Entre 2010 et 2020, même si le point de départ c'est le 11 septembre 2001, entre 2010 et 2020, on a vraiment eu une crise sécuritaire localisée en France, en Europe, où on s'est rendu compte que les attentats pouvaient frapper sur notre territoire. Et là, en fait, les politiques voyage, les règles, les processus, on les a fait évoluer sur les processus de sûreté, de sécurité, pour faire en sorte que, d'un point de vue risque géopolitique, attentat, on puisse mettre en sécurité et garantir à minima la sécurité de nos collaborateurs. Ça s'est clôturé avec le Covid et je pense que là on s'ouvre sur une évolution qui sera plus sur le confort, l'attractivité, le côté sanitaire des déplacements et c'est ce qui va nous accompagner malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, jusqu'en 2030. Donc nous on commence à voir nos clients sur leur politique voyage, sur les règles, sur les outils qui sont mis en place, des sujets comme la RSE, on en a parlé tout à l'heure, comme le côté sanitaire, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que la Covid, il y a d'autres vaccins à faire en fonction des différentes destinations, il y a d'autres risques épidémiques sans que ce soit forcément pandémique. Donc tout ça, les sociétés en prennent conscience, et je pense qu'il y aura une vraie différence entre deux types de sociétés. Les sociétés qui aujourd'hui sont managées, c'est-à-dire qui sont accompagnées par des acteurs, notamment les agences de voyage, et les sociétés qui ne sont pas encore managées, qui ne sont pas forcément accompagnées et qui vont peut-être mettre en place un certain nombre d'actions sporadiques, mais dans 2-3 ans, à mon avis, ce sera à nouveau passé à la trappe. Donc j'insiste sur le rôle de l'ensemble des acteurs du business travel, à commencer par les agences de voyage, qui est prépondérant dans ce type de crise, dans ce type de rôle. Bon, je constate que Anthony, vous êtes totalement tombé dans le piège, puisqu'il était là pour commenter vos propos anciens. Il vient, lui, à son tour, de prendre des engagements sur l'avenir. On pourra vérifier de la pertinence de tous ces propos. Voilà, et vous serez là, Richard, pour 2030, pour lui rappeler à son bon souvenir. Donc, rendez-vous à... on ne va pas attendre 2030. À bientôt, messieurs, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.